D'aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été là. Puis les humains sont arrivés et se sont installés. Nous les avons alors nourris et en échange, nous pouvions voyager avec eux. Et quand il l'a fallu, nous les avons aidés à se protéger. Avec nos branchages, ils construisaient des plesses. Ils établirent un nouveau fief, Plessiacus, du latin car c'était en l'an 839. Aujourd'hui, on dirait plutôt le Plessis, près de Châtenay. En 1112 est construite l'église au-dessus du vieux Plessis, dont je peux toujours voir le clocher de là où je suis. Les humains ont toujours aimé nommer ce qui les entoure. Ainsi, un seigneur du Plessis, le sieur Raoul, le rebaptise en 1186 de son propre nom, le Plessis Raoul. En 1412, Jean Piquet de la Haye, trésorier du roi, fait édifier un château où il accueille son amante, la reine Isabeau de Bavière. Le village change de nom, le Plessis Piquet. Le fief et le château vont ensuite passer de main en main, de seigneur en seigneur. À cette époque, le village reste bien tranquille. Ses habitants sont surnommés les hiboux à cause de leur vie rustique au milieu des champs et des forêts. Un mode de vie qui ne change pas, même après l'arrivée des moines feuillants en 1614 et la construction de leur vaste couvent. Ou le creusement en 1682 d'un étang par Colbert pour alimenter en eau les fontaines de son château de Sceaux. Proche de la cour de Versailles, le fief attire alors un autre grand seigneur, Pierre de Montesquiou d'Artagnan, le cousin du fameux mousquetaire d'Alexandre Dumas. Mais ruiné par son train de vie, la famille d'Artagnan se sépare du château, qui passe de main en main jusqu'à la Révolution, où il est vendu en bien national. En 1790, la commune change encore une fois de nom et s'appelle le Plessis-Liberté. L'église devient un temple de la raison et on plante un de mes cousins, un arbre de la liberté. Après la période de terreur, le Plessis retrouve sa tranquillité en même temps que son nom du Plessis-Piquet en 1801. Les propriétaires du château se succèdent, jusqu'à Louis Hachette, le plus grand éditeur de son temps, qui devient maire en 1856. Son fils, Georges Hachette, fournira des livres à la bibliothèque ouverte en 1884, devenue aujourd'hui le centre administratif municipal. Il édite aussi des œuvres très en vogue à l'époque, les histoires de Robinson Crusoe. Notamment le Robinson suisse, qui, échoué sur une île, construit un abri dans un arbre pour protéger sa famille des bêtes sauvages. C'est là que Joseph Guesquin, en 1848, a l'idée d'aménager une guinguette, mais pas n'importe où, sur mon grand frère, un châtaignier qui poussait dans le Val d'Aulnay. Baptisé le Grand Robinson, son succès est immédiat, et d'autres guinguettes fleurissent tout autour de lui. Le tout Paris vient s'encanailler, boire, danser et s'amuser. Dans nos branches, les clients peuvent déjeuner tranquillement. Leurs repas sont montés dans des paniers grâce à un astucieux système de poulies et retrouver leur âme d'enfant ou rêver d'aventures exotiques à dos d'âne. Les humains donnent à ce quartier le nom de Robinson. Devenu aussi important que le vieux village, en 1909, le maire Paul Jodet rebaptise la commune en mariant le Plessis avec Robinson et dessine entre les deux le boulevard de l'Union, aujourd'hui l'avenue de la République. Avec ses 600 habitants, c'est le plus petit village de la première couronne parisienne. Le Plessis-Robinson est né. Malheureusement, la Première Guerre mondiale débute et voit la mort de nombreux enfants du pays, notamment des jeunes juifs de l'école d'horticulture. En 1917, l'Office des habitations bon marché de la Seine fait construire une cité-jardin, offrant aux ouvriers un cadre de vie sain et naturel. Henri Sellier recrute l'architecte Maurice Perret d'Ortail pour dessiner un projet novateur au Plessis-Robinson. Ce sera la Cité Basse. On vient de loin y habiter. Autour de l'étang Colbert se développent également des lotissements qui grimpent sur le coteau. Le village passe alors de 1000 habitants en 1921 à plus de 4700 en 1931. Après ce succès, la cité haute est lancée, mais plus grande et massive, elle a du mal à trouver preneur. Et c'est la gendarmerie mobile qui viendra occuper ses logements à partir de 1936. Le Plessis-Robinson devient une ville de garnison. La Seconde Guerre mondiale éclate, puis vient l'occupation avec ses drames et ses victimes. Grâce à la résistance, le Plessis-Robinson se libère dès le 21 août 1944. Le maire vichiste remet les clés de l'hôtel de ville au président du comité de libération, Pierre Bailly. Toute la ville danse dans les rues. En 1945, le communiste Robert Levol remporte les élections. C'est le temps du baby-boom et de la reconstruction. Les derniers champs du Plessis-Robinson sont vendus pour construire les grands ensembles du plateau. La population double en 20 ans et il faut construire des écoles en urgence. Après le sommet du centenaire de Robinson en 1948,
la mode des guinguettes commence à décliner. Même si en 1967, une jeune vedette, Johnny Hallyday, tente de les relancer sans succès. La dernière guinguette emblématique du Grand Arbre fermera en 1976. Le maire communiste suivant, Robert Joly, poursuit la même politique que son prédécesseur. Mais la crise économique s'installe. Incapable de payer ses loyers, la municipalité se lance dans une guerre ouverte avec l'office HLM des Hauts-de-Seine. Faute d'entretien, la ville et le parc HLM se dégradent. La population diminue et les petits commerces ferment. Grâce à son expérience en gestion de logements sociaux, Philippe Pemzec, un jeune candidat gaulliste, propose des réponses concrètes et remporte les élections municipales de 1989. C'est une véritable rupture avec les décennies précédentes. Il embellit la ville, la plaçant en 2005 au premier rang européen des villes fleuries. Une nouvelle politique urbaine est lancée autour des espaces verts et de l'eau dans tous les projets, avec un retour à un urbanisme à l'architecture classique dans laquelle les logements sociaux se fondent dans le parc privé sans distinction possible. Une même et haute qualité de vie pour tous. C'est la réussite de la mixité sociale. Inspiré par l'architecte François Spoeri, le père de Port-Grimaud et de l'architecture douce, un nouveau cœur de ville se développe autour du clocher et du château. Tout comme l'architecture douce ou classique dans les quartiers en reconstruction, le Bois des Vallées, la Cité Haute qui deviendra la nouvelle Cité Jardin. Construite autour d'une rivière artificielle, elle sera largement récompensée en France et en Europe. Avec le soutien actif du département et l'appui déterminant de son président Charles Pasqua, le parc social est rénové à partir de 1990, réhabilité ou progressivement démoli et reconstruit, ainsi que les écoles, les collèges et leurs gymnases. En 2006, la reconstruction du marché complète le pôle commerçant autour du cœur de ville, le rendant encore plus attractif. L'arbre que je suis est toujours bien entouré. J'ai beaucoup de petits frères qui ont poussé autour de moi, dans les jardins de l'hôtel de ville, de Robinson et de Certillange. On a même recréé une guinguette dans un arbre du parc du Moulin Fidèle, comme à la belle époque. En 2016, Jean d'Ormesson inaugure la Maison des Arts, offrant une nouvelle dimension à la pratique culturelle et artistique de la ville qui continue sa transformation avec la reconstruction des quartiers ouest avec une véritable mixité urbaine. Habitat, bureaux, sport et loisirs. L'église Sainte-Marie-Magdeleine, à l'architecture brutaliste, va être reconstruite pour être plus traditionnelle, accueillante et agréable aux fidèles. Le Plessis-Robinson, longtemps isolé, est maintenant traversé par le tram T10 et le maire s'est engagé pour le prolongement de la ligne 4 du métro jusqu'à Robinson. Aujourd'hui, les Robinsonnais sont près de 30 000 à vivre dans une ville classée numéro 1 en Île-de-France pour son niveau de sécurité et pour sa politique familiale. Profitant également d'événements réguliers ou exceptionnels toute l'année, comme la fête des guinguettes, les cloches de Robinson, courses en fête et les féeries de Noël. Ainsi va la ville, entre la nécessaire ouverture au monde moderne et l'affirmation de nos traditions par une belle architecture et l'histoire locale. On a transformé cette ville depuis 30 ans et aujourd'hui c'est une ville qui est très recherchée. Le fleurissement, le verdissement, la propreté, la sécurité, la mixité et puis surtout la belle architecture classique. J'ai planté mes racines dans une commune de banlieue peu ordinaire, qui a dans ses héros D'Artagnan et Robinson, deux des grands mythes contemporains. Ce petit village du Plessis, Raoul, Piquet, Liberté, puis Robinson, situé à 8 km de Paris, a évolué tout en conservant son esprit village, son identité et la fierté de ses origines, nobles et paysannes, travailleuses et festives. Devenue une véritable ville, nichée dans un écrin de verdure, c'est un lieu où l'on s'enracine, on s'y sent bien et on peut y vivre heureux.